tous ces paysages que nous aimons tant. La France et ses terres familières, ces territoires aux 1000 visages qui peuplent notre imaginaire. Mais savons-nous que tout cela est fragile? Aussi fragile peut-être que nos souvenirs d'enfance. Avons-nous bien pris la mesure des signes que la nature nous envoie? Ces dernières années, les catastrophes reviennent. Toujours plus fortes, toujours plus dévastatrices. Laissant derrière elles victimes et désolation. Tempête de 99. Xynthia en 2010. Inondation de Draguignan. De Cannes, Nice et Biot plus récemment. Derrière ces phénomènes à répétition, c'est la réalité du dérèglement climatique qui se dessine. Partout, nos régions sont frappées par cette nature déchaînée. Des images devenues aujourd'hui malheureusement familières. Au moment où il y a le choc de la vague, là on se rend compte de la force de l'océan. Là c'est un monstre qui arrive. Sur le moment où vous dites vite, il faut sauver nos enfants, il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester comme ça. Hantés par ces souvenirs, une poignée d'hommes et de femmes ont décidé de mener le combat. Pourquoi il faut qu'il y ait de la neige tout le temps, du 1er décembre au 31 mars, parce que les tours opérateurs le veulent? Mais c'est quoi ce rapport à la planète, quoi? On a cru qu'on pouvait s'installer partout et être maître du monde. Et finalement, aujourd'hui, les éléments se rappellent à notre bon souvenir. Pour ces sentinelles du climat, c'est tout notre modèle qu'il faut revoir. C'est une énergie qu'il faut qu'on se transmette, positivement en plus, pas dans les peurs. Depuis plus de 60 ans, la France s'est développée dans l'insouciance, bâtissant sans limite, avec l'illusion d'être invulnérable. Sur la côte aquitaine, à l'embouchure de la Gironde, se dresse un immeuble, devenu le symbole de cette démesure. Son nom prémonitoire, le Signal. La nature nous a doublés largement. Je pensais sincèrement qu'à l'échelle de nos vies et de celle de mes enfants, on aurait le temps. Construit sur une dune qui le protégeait des vagues, aujourd'hui plus rien ne le sépare de l'océan. La nature a repris ses droits, plus vite que personne ne l'avait imaginé, chassant définitivement ses habitants. Pour nous, c'est difficile à vivre. Les gens qui passent ils se disent oui, c'est un immeuble abandonné, tout simplement. Mais nous, c'est un immeuble abandonné avec plein de souvenirs. Et cette histoire, si l'on ne fait rien, pourrait bien finir par se répéter. Peut-être qu'on est les premiers ou presque les premiers. Je crains hélas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Le Signal est-il un simple accident, un avertissement? À travers leurs histoires, c'est notre histoire que nous allons vous raconter. Le Signal, un bloc de 4 étages face à la mer. Une résidence construite dans l'euphorie des 30 Glorieuses. C'était en 1967. Le Signal était la première étape d'un projet pharaonique de 14 bâtiments, prévus sur 7 dunes. Un aéroport et même un terminal pétrolier devaient voir le jour. À l'époque, c'est l'ensemble du littoral que l'on veut conquérir. La France construit sans compter. Lacanau-Océan, Palavas-les-Flots,
le Gros-du-Roi ou la Grande-Motte. Des villes entières sortent de terre, souvent au mauvais endroit. Le Signal fut l'un de ces grands projets. Aujourd'hui, le silence. Le bâtiment est à l'abandon. À l'intérieur, seul résonne le bruit des vagues et le souffle du vent. À peine quelques mètres le séparent de l'océan. Personne n'avait imaginé qu'un jour, l'immense dune qui le protégeait serait décapitée, avalée par la mer, soufflée par les tempêtes. En quelques années, 300 mètres de sable ont disparu. L'an dernier encore, 78 familles vivaient ici, comme Nicolas Marty et ses enfants, Adèle, Victor et Jules, son frère Jean-Baptiste, comme Carole Delbrel, ou Jacqueline Gandouin, qui résidait au rez-de-chaussée. Elle est la dernière habitante à avoir quitté les lieux. Aujourd'hui, tous ont accepté de revenir pour nous raconter leur histoire. Avec eux, nous allons remonter le temps, dans les entrailles du Signal, jusqu'au matin du 24 janvier 2014. Soulac-sur-Mer, le 24 janvier 2014. Objet, arrêté municipal portant ordre d'évacuation et interdiction d'occupation de l'immeuble Le Signal. Madame, monsieur, Madame, comme vous avez pu le constater vous-même sans doute, face à l'évolution de la situation de ces derniers jours, il devient impératif aujourd'hui de garantir avant tout la sécurité des personnes et des biens. C'est dans ces conditions qu'il vous est demandé. C'est dans ces conditions qu'il vous est demandé d'évacuer l'immeuble sans délai, l'interdiction d'habiter prenant effet au 29 janvier 2014. Quelle a été votre réaction quand vous avez matériellement reçu la lettre d'expulsion? Quand le courrier est arrivé nous disant il faut partir, j'étais triste, j'ai pleuré, mais j'étais aussi... je me suis dit c'est pas possible. On avait quand même entendu dire qu'il faudrait se résoudre à peut-être évacuer le bâtiment, etc. Mais on pouvait difficilement l'imaginer. Enfin, moi, je voulais pas m'en aller. Ça, c'est vrai. Je voulais pas m'en aller. Je disais non, on va rester. Parce que la mer était forte. C'est vrai qu'il y avait des coups de vent. Mais vous voyez bien que l'immeuble, il n'a pas bougé, il n'a pas bronché. Il n'y a pas d'eau de mer en dessous. Il n'y a rien. C'est sec. Il n'y a rien du tout. Alors, quand ils nous ont dit, tous ces messieurs, ah si, c'est très dangereux, la situation est gravissime, dans la nuit, il peut y avoir de l'eau. Je demandais jusqu'en haut. Non, mais je dis, vous plaisantez, c'est pas possible. Si, Madame Gandon. Puis moi, je faisais partie des plus âgés. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous dites, non, c'est pas possible. Si je résiste, ils vont me faire interner. Non, mais c'est vrai. On n'est plus maître de soi à ce moment-là. Il faut... on obtempère, quoi. Voilà. C'est étrange comme sentiment parce qu'on nous parle d'un danger mais qu'on ne voit pas. Et on doit abandonner nos biens. Certaines personnes ont dû laisser des meubles, des vêtements. Les gens ont abandonné leur vie ici, une partie de leur vie. Janvier 2014. Le Signal a refermé ses portes, emportant avec lui ses souvenirs de vie heureuse. Ces petits riens que nous partageons tous, sur cette plage ou ailleurs.
Après avoir fait la joie de centaines de vacanciers, aujourd'hui, le Signal vit ses derniers instants. Abandonné aux quatre vents, livré aux éléments. Partout en France, la nature fait son œuvre et nous rappelle qu'elle ne peut pas toujours être domptée. À Lacanau, toujours sur la côte aquitaine, à 70 km au sud du Signal, les tempêtes vont changer la vie d'un homme. Jérôme Augereau, il est photographe. Au cours de l'hiver 2013-2014, pendant 3 mois, il va capter la violence de la houle qui ravage les plages. Le 6 janvier au soir, je suis sur le front de mer, je fais des images photos, je fais des images vidéo. Et la houle est tellement importante, et la force de l'océan, alors qu'on est à marée haute, lorsque la grosse série de vagues arrive, l'eau se retire, et là c'est une image de tsunami. Et d'un seul coup, il y a la série qui arrive, mais à une vitesse, je pense que la masse d'eau arrive à 50-60 km/h, et tant qu'il n'y a rien pour l'arrêter, elle dévale la plage. Et quand elle arrive au point de dur, donc on a l'enrochement, le poste de secours, au moment où il y a le choc de la vague, là on se rend compte de la force de l'océan. Là c'est un monstre qui arrive. Si à Lacanau, l'océan dicte sa loi, ailleurs c'est peut-être une rivière sur laquelle on a construit aussi un peu trop près des berges. Comme dans le Var, où vit Josette Faïs. Il y a quelques années, elle a succombé au charme de ce petit fleuve côtier, le Gapeau. Ma fille est née en 1986 et on s'est dit on va essayer de trouver un petit bout de terrain. Et à un moment donné, on nous a présenté un terrain au bord du Gapeau. Et là, coup de cœur. C'était merveilleux, le paradis sur terre. On s'est dit mais là, c'est l'endroit à rêver pour nous. Un paradis qui vire à l'enfer la nuit du 18 janvier 1999, quand ce cours d'eau, en apparence inoffensif, se déchaîne. Quand à 4 h du matin, on entend taper à la porte et qu'on se dit mais qu'est-ce que ça peut bien être, je dis il y a quelque chose de grave qui arrive. Je ne voyais pas, donc je me rappelle très bien, m'être levé, mon mari aussi, précipitamment pour aller ouvrir à la porte en se disant il y a quelque chose de très grave qui est arrivé en pleine nuit. Et quand au moment où on ouvre la porte, vous vous rendez compte qu'il n'y a personne derrière la porte et que c'est un pot de fleurs qui est énorme, qui fait 1 mètre de diamètre et qui vient et qui tape contre la porte d'entrée et que vous avez une vague d'eau qui déferle et vous vous dites mais attendez, le Gapeau chez moi il a plus de 20 mètres. Qu'est-ce que cette eau vient faire dans ma maison? Sur le moment où vous dites vite, il faut sauver nos enfants, il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester comme ça. À 700 km plus à l'ouest, à l'embouchure de la Charente, Port des Barques, un village chargé d'histoire. Yannick Combeau est un enfant du pays. Il est la 4e génération d'ostréiculteurs de sa famille. Je suis né là-dedans, peut-être conçu dans un bateau, donc j'ai autant d'eau de mer dans les veines que de sang. Ici, sur cette terre de pêcheurs, pourtant habituée aux violents coups de mer et aux éléments, la tempête de 99 est encore dans toutes les mémoires. La tempête est arrivée en fin de journée. On entend le vent qui grandit de plus en plus, qui est de plus en plus violent. Et on est à l'intérieur de la cabane, en train de mettre les huîtres dans les panières. On n'a pas de contact avec l'extérieur et on commence à voir par contre
des objets qui s'envolent de part et d'autre par la force du vent, jusqu'à faire envoler des palettes de bois. Sachant qu'une palette pèse 30 kg, c'est assez impressionnant de voir passer une palette à 2 mètres du sol comme un tapis volant. On est parti en pleine nuit, nous, puis nos voisins, main dans la main, les uns derrière l'autre, en chaîne indienne, en se disant est-ce qu'on va arriver au bout de ce chemin? Et puis bon, on y est arrivé, mais on s'est battu contre un torrent furieux. C'était pas du tout ce qu'on voit là, la petite rivière tranquille. C'était un torrent qui était prêt à nous emporter et on s'est dit est-ce qu'on va y passer? Quand on voit tout ça arriver, on se dit justement que on ne peut rien faire si ce n'est laisser la nature passer. Et là, voilà, il y a ce sentiment d'impuissance et cette vulnérabilité. Ah, il faut être aveugle pour se sentir invulnérable face à cet élément qu'est l'océan. L'eau est rentrée dans le village avec, pour certains endroits, 1,10 m d'eau, de mer, dans les maisons. On est revenu le lendemain matin. Ah ben là, c'était la désolation absolue. J'avais l'impression le terrain avait été bombardé. Une pleine guerre, des arbres déracinés. La maison était boueuse. Bon, je dirais même mieux, la maison était remplie d'excréments. Parce que les égouts s'étaient déversés à l'intérieur par le biais des toilettes et de la salle de bain. Donc ça, c'est immonde. Enfin, je sais pas, c'est indescriptible. C'est le néant absolu quand tu arrives là. Tu pleures, tu te dis comment je vais faire ? En plein jour, je vois réellement le désastre. Là, c'est des images d'une ville en guerre, assiégée, des bombardements. J'ai la limite de me dire, qu'est-ce que je suis en train de voir? Est-ce que c'est vrai? Prends-le en photo pour être sûr que ce que tu vois, tu l'as bien vécu et c'est la réalité. Là, c'est un choc émotionnel qui est difficile à vivre. Quand en fin de matinée, après avoir passé 4 heures, 5 heures sur le front de mer à photographier de long en large, là, j'arrive à la maison, je pose l'appareil photo et là, je craque. On se dit, ce qui s'est passé, c'est pas possible. On est au mois de mars. Et là, on pense à tout l'après. Comment est-ce qu'on va se relever de ça? Je suis propriétaire de rien à Lacanau, mais là, il y a une partie de moi qui s'est effacée dans la nuit. Au Signal, les années heureuses s'égrenaient avec insouciance. Très loin des dangers de l'érosion.
des projets de vie naissaient entre ces murs. On y construisait un avenir joyeux à transmettre à ses enfants. Qu'est-ce que ça représentait d'avoir cet appartement à Soulac, mais au Signal surtout? Pour tous les enfants, je pense, qui sont venus comme moi chaque été en vacances pendant leur enfance, ce lieu, il est chargé de souvenirs. Et malheureusement, ma fille ne pourra jamais passer ses vacances ici, profiter de l'appartement comme j'en ai profité. Et ça, j'en suis très peinée. J'aurais voulu lui offrir des vacances aussi agréables que celles que j'ai pu passer dans mon enfance. On a vécu des moments fantastiques. Des parties de cache-cache dans les dunes, les châteaux de sable sur la plage, cette grande plage, puisque quand j'étais petite, moi, la plage était immense. Je me souviens que lorsqu'on descendait la dune, il fallait monter, ensuite on redescendait pour accéder à la plage, et lorsqu'on revenait de la plage, il fallait gravir cette dune qui était très haute. Et je me souviens qu'on peinait vraiment énormément avec ma sœur. C'était le paradis. Mon père a découvert Soulac en étant étudiant. Je sais qu'il a été sans doute un des premiers à acheter dans l'immeuble. Donc tout naturellement, si je peux dire, quand on était petit, eh ben, là aussi j'exagère à peine, un petit peu mais à peine, mais j'aime bien exagérer ce genre de choses. J'ai pratiquement appris à marcher ici. On avait 200 mètres de dunes à traverser. Donc je me souviens de cette image. Rentrer dans cet appartement et se dire la terrasse, c'est immense. C'était notre terrain de jeu. On a des souvenirs assez précis avec mon frère où, sous l'immeuble, puisque ça n'était pas encore terminé, eh bien on jouait. On jouait dessous et notamment on avait des patins à roulettes. Il suffisait de se mettre dessous et avec la force du vent, on traversait tout le bâtiment juste en écartant les bras comme ça. Voilà, c'était assez prodigieux, quoi. J'avais la chance d'avoir ma chambre côté dune, contrairement à Nicolas qui dormait côté terre. Ce qui fait que je pouvais feinter le soir, baisser le rideau en me laissant juste un petit passage et filer à l'anglaise pour aller retrouver une petite nana avec qui je flirtais à l'époque. Et après, je pouvais rentrer. Et l'excuse, c'est parce qu'on avait un chat, on amenait toujours le chat en vacances, qui allait lui aussi se balader sur la dune. Et je disais, je laisse ouvert pour le chat. Il avait bon dos, le chat. C'était l'insouciance, les temps heureux. Oui, comme ça peut l'être quand on est enfant. Et puis surtout, c'était aussi le plaisir d'avoir les mêmes amis qu'on retrouvait. Parce qu'une des caractéristiques de ce lieu, c'était aussi qu'on a grandi ensemble. Tous les gens qui ont eu des appartements ici, que nous avons pu rencontrer, qui venaient en vacances régulièrement, nous parlent de cet endroit comme d'un endroit magique. Ben oui, tout ça à cause de la proximité de la mer, les enfants qui étaient tout de suite sur la plage, la vue qui était imprenable. Ça, il y a une vue sur l'estuaire magnifique. Hein. Ça, on peut pas la remplacer. Irremplaçable. C'est une des plus belles vues qu'on puisse avoir sur la mer à Soulac. C'est le Signal. Est-ce que vous avez conscience, à cette époque, j'allais dire du danger qui guette, entre guillemets, de cette mer? Quand j'étais enfant et adolescent, j'avais aucune conscience du fait que la mer menaçait. Aucune. Aucune. D'abord parce que quand on est ado, on n'est pas sur ce type de préoccupation. Parce que aussi, ça bougeait pas. Il faut dire aussi que ça bougeait pas. Il faut imaginer le bâtiment, les appartements avec 200 mètres, 150 mètres de plage, de dunes. On allait chercher la mer. On descendait, on allait se baigner loin, marée haute et marée basse encore plus. Et donc j'avais aucunement conscience. La prise de conscience, elle est très tardive du fait qu'on était fragile
Et puis aussi, j'avais envie, j'ai toujours eu envie qu'à Soulac ça ne change pas. Donc j'étais pas dans l'état d'esprit de me dire que ça serait terminé. C'était inimaginable. Mais le 27 décembre 1999, la France est soufflée par la tempête du siècle. Le pays est meurtri. Et Soulac n'est pas épargné. Voilà, c'est vraiment l'apocalypse. Voilà le front de mer. C'est vraiment un spectacle de désolation. On est venu avec Patrick à Soulac constater les dégâts de la tempête. C'est vrai que le signal n'a pas trop souffert, mais hélas on est parmi les 2-3 baies vitrées sinistrées. Ça a explosé. Il y a du sable jusque dans les étages. Quant à chez nous, alors curieusement, là il y a un gros trou. Ici. Comme une pierre jetée à travers. Les stores sont partis. La baie vitrée aussi. C'est assez triste. C'est assez déprimant en vérité. On connaît la force du vent ici et des tempêtes. Hein, c'est d'ailleurs des spectacles qui sont absolument somptueux. Bon. Mais là, ça a été le premier choc parce que, alors, évidemment, à cette époque, la dune a commencé à être sévèrement rognée. Mais en plus, j'allais dire, dans nos biens, dans nos appartements, on a vu l'effet de ces tempêtes-là. Je bénis le ciel de ne pas avoir été là en 99 parce que ça devait être vraiment effrayant. En étant comme ça en première ligne placé sur la plage, on est forcément... on prend les coups de vent de plein fouet. Jamais dans l'histoire récente, notre pays n'avait ainsi été frappé par la violence des éléments. Chacun d'entre nous en garde un souvenir, une image, une tragédie qu'on pensait alors exceptionnelle. En fait, le premier événement d'une longue série. On savait qu'on aurait d'autres tempêtes l'hiver suivant, même au printemps. Mais on n'était pas inquiet, parce que c'était la tempête du siècle. Et mon père n'avait jamais connu une telle force de tempête. Et il m'a dit, je l'ai vu, j'en reverrai plus. Et toi, sûrement que tu n'en verras jamais plus. Manque de peau, on a eu Xynthia. Xynthia. 53 morts et des milliers de déplacés. La France est en deuil. Pour la deuxième fois, des communes entières sont dévastées. Les mêmes rues, les mêmes maisons. Jackie Legros était maire de Port-des-Barques à l'époque. Dans la nuit, on a commencé à sortir les gens de l'eau. Parmi eux, des personnes âgées qui ont parlé de mettre fin à leur jour parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait une deuxième fois. On les a sortis de l'eau avec un petit bateau, on les a emmenés chez un élu très très vite. J'ai jamais vu des personnes trembler à ce point-là. C'était des tremblements, une peur, des pleurs. Voilà. Et dans les 2 jours après, c'est pas possible qu'on reste ici. Et donc, partir, mettre fin à ces jours, tout leur est passé par la tête, parce que vraiment, c'était... Voilà. C'est pas les seuls, il y a d'autres personnes qui ont été impactées. Et là, on a commencé à se poser des questions, parce que 10 ans après, avoir une tempête aussi violente, lorsque ça arrive 2 fois, c'est une fois de trop. Désormais, pour la communauté scientifique,
le doute n'est plus permis. L'atmosphère se réchauffe. Des tempêtes de plus en plus fortes pourraient s'abattre sur nos côtes dans les prochaines années. Au cœur des Alpes, dans le massif des Écrins, on est aux avant-postes de ce réchauffement. Ce décor somptueux, que nous pensions éternel, n'échappe pas au phénomène. Freddy Maignan est le gardien du refuge du promontoire. Perché à 3100 mètres d'altitude, il occupe un poste d'observation privilégié. Quand on vient en montagne comme ici, là, à la fois on est impressionné par la grandeur, c'est majestueux, on est impressionné par la beauté, et en même temps, eh ben, on sait que c'est hyper fragile. Mais on le sait, on le voit, on voit à quelle vitesse ça se transforme, à quelle parfois vitesse ça s'écroule. Les montagnes souffrent, c'est vrai. Alors on pourrait se dire, il y a plein d'autres choses qui souffrent. Enfin, les montagnes, c'est ce symbole même de notre rapport à la planète, quoi. Donc peut-être que c'est la planète qui souffre aussi, quoi. Ça fait 7 ans que je suis ici. Ce qui me marque le plus, c'est pas que ça change. C'est que c'est à une vitesse incroyable. Mais quand je dis incroyable, enfin, il faut essayer de me croire. Hein. Mais parce que oui, on se dit, ouais, on sait que les glaciers reculent, tout ça. Mais ici, nos anciens, quand ils ont construit ce refuge en 1901, le glacier arrivait au niveau du refuge. Et donc, il y avait 80 mètres d'épaisseur de glace. Là où il y avait 80 mètres d'épaisseur de glace en 1901, il n'y a plus rien du tout. Mais souvent, on regarde, on réfléchit en millénaires, parfois en siècles. Moi, c'est en années. Mais, enfin, il faudrait me croire, mais ou venez voir, enfin, ou je sais pas, mais c'est très, 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 très rapide. Et on a peur, par exemple, c'est pas qu'on a peur, c'est que de toute façon ça va se faire. C'est que l'emblème, un peu, l'image de la Meije en face sud, c'est ce glacier carré qui est en haut, qui est accroché à 3600. S'il y a encore quelques étés comme celui-ci, je lui donne 5 ans. Hein. Sur le papier, on savait qu'à l'horizon 2040, on aurait reculé de 15-20 mètres. Sauf que ces prévisions données pour l'horizon 2040, on y était en 2014 après la série de tempêtes. Les gens le savent au fond d'eux-mêmes, les gens ont conscience de cette érosion. Mais il y a un déni de la réalité. Chaque année, sur un département et sur le sud de la France, on a des inondations sur inondations, c'est répétitif, on a des morts et c'est des crues de plus en plus importantes, des ruissellements de plus en plus importants, des pluies. Avant, on avait l'habitude de dire oh ben, il pleut, il y a un bon orage dans le sud de la France, ça va durer 2 heures, puis ça tombe bien, c'est des seaux d'eau, mais ça s'arrête. Sauf que là, c'est 24 heures, 48 heures d'affilée où il pleut. Bon, bah, moi, quand en 99, j'ai dit, mais attendez, maintenant qu'on a une catastrophe, on peut très bien en avoir d'autres, et pas que sur le Gapot, sur l'ensemble du département. Et quand je disais ça, on souriait. Les gens disaient, madame, mais vous vous rendez compte de ce que vous nous dites ? Chacun dans ces montagnes, au bord des rivières ou sur le littoral, prend conscience que le climat est en train de changer. Et les experts l'attestent, comme Martin Guépraud, un haut fonctionnaire spécialiste de l'eau. À l'automne dernier, on a eu 20 morts sur notre territoire du sud-est de la France, simplement parce que la mer Méditerranée était 1 degré trop chaud au mois d'octobre par rapport à la moyenne. 1 degré, c'est pas grand-chose. Mais du coup, elle continue à bouillir un petit peu plus que d'habitude, monter des nuages qui tombaient sur les Cévennes. Et du coup, il y a eu des 300, 400 mm de pluie qui sont tombés en une nuit, en une journée, etc. Forcément une crue derrière. 20 morts au total. Martin Guépraud incarne une nouvelle génération de décideurs, consciente qu'il faut repenser notre logiciel.
C'est le climat, quelque chose qu'on n'appréhende pas. On voit la météo, on ne voit pas le climat. On ne connaît pas notre climat, on connaît notre météo. Et on n'arrive pas à penser ce climat qui va changer, on n'arrive pas à sentir ce que ça pourrait être vraiment. Ça a juste le don, le changement climatique, d'aller appuyer là où ça fait mal. Là où on n'était pas très clair dans nos organisations, tout d'un coup, ça devient une catastrophe. Vacances de la Toussaint à Soulac sur... Qui c'est qui est content d'être à Soulac? Au Signal, Adèle, Victor et Jules ne sont encore que des enfants insouciants, jouant près des vagues, les pieds dans l'eau. Derrière eux, l'immense dune est toujours là. Personne ne voit l'inexorable avancée de l'océan. Mais à leur place, l'aurions-nous vu? Il est parfois si difficile de renoncer au bonheur. Bonjour bébé. On avait des cours ici avec papa pour les vagues. Donc jamais de l'eau au-dessus du nombril. Jamais. Première règle. Première règle, c'était ça. Oui, aussi, l'océan sera toujours plus fort que toi. Ça, je l'ai entendu aussi très nombreuses fois. Quand une vague arrivait, il criait tout seul, dessus, dessous, en fonction de la vague. En fonction de la taille de la vague. En fonction de la taille de la vague, voilà. Si c'est une grande vague, il faut passer en dessous. Par contre, si elle était pas trop petite, grande, on pouvait passer au-dessus. Voilà, on pouvait encore passer au-dessus. Quand on arrivait à Soulac, il y avait plusieurs rituels. Le premier qui me vient à l'esprit, c'était qu'on allait manger une glace chez Judici. Des fois, en arrivant à Soulac, on déposait la voiture dans les rues de Soulac et on allait manger une glace ou une crêpe. Qu'on arrivait souvent après le repas du soir. Pour le dessert, en fait, on partait de la maison et on se disait, bon, on prendra le dessert à Soulac, à Judici. Et on faisait toujours ça. J'aurais bien continué, moi, personnellement, ça n'avait pas... Rétrospectivement, au vu de la situation aujourd'hui, vous avez repensé à ce moment où vous avez acheté cet appartement, le notaire, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Alors le notaire nous avait dit, mais joyeusement, parce que c'était une vente joyeuse. Moi j'étais tellement heureux, c'était la première fois que j'étais propriétaire. Donc le notaire, comme on était joyeux, le notaire était joyeux, et il nous a dit joyeusement, attention, vous êtes en zone à risque. Mais on dit oui, bien sûr, mais comme toute la côte atlantique et un petit peu, bon, on verra bien. Je pensais sincèrement, et je pense que mon père le pensait aussi, qu'à l'échelle de nos vies et de celle de mes enfants, on aurait le temps. Et en fait, non. Mais moi, je me disais... Non, moi, je voyais que les choses pouvaient peut-être être graves. Mais je me disais, ça ira bien au-delà de moi. Je voyais ça avec un recul beaucoup plus important. Voilà. Le recul n'a pas été aussi important que je pensais. Ça a été plus vite. On a été doublé, si vous voulez. La nature nous a doublés largement. Hein. Ouais. Ces tempêtes successives qui nous font comprendre que l'océan sera plus fort, la nature sera plus forte. Le Signal est en position avancée, rien n'arrêtera l'océan. Donc il est forcément voué à démolition. Ça paraît d'une évidence que c'était fragile. Les simples photos aériennes de l'immeuble montrent sa fragilité, quoi. Il est en avant. La mer fait un arrondi et on est devant. Et l'océan, lui, il a pris le chemin le plus court. Donc évidemment, dès qu'on prend un peu de hauteur, ça devient évident. Quand on est dans les appartements, on se dit non, non, ça va continuer, c'est obligé. C'est forcé. Ça a toujours été là.
Combien sommes-nous dans une telle situation? Combien sommes-nous à ne pas vouloir admettre que nos petits coins de paradis sont en péril? Il faut reconnaître que le modèle de société dont nous avons hérité était particulièrement bien pensé. Dans la frénésie des 30 Glorieuses, la France bascule dans la modernité. C'est le temps béni du tout béton, du tout loisir. Le temps d'une croissance folle qui devait nous garantir le bonheur à tous les étages. Dans cet enfer moderne, nous vivons tous comme des fous. Et c'est le temps moderne qui nous rend tous fous. Wow. On construit des autoroutes, des aéroports géants, des supermarchés qui donnent l'illusion qu'on ne manquera de rien. On invente la carte bleue, les premiers ordinateurs. On lance même le premier sous-marin nucléaire. On pense alors avoir inventé un monde éternel, affranchi des risques. On maîtrise la terre, le ciel, on est heureux et on s'imagine en sécurité. Le meilleur exemple de cette nouvelle vague, c'est notre agriculture. Le remembrement redessine les terres agricoles pour créer de grandes parcelles faciles à cultiver. Des champs immenses où les machines peuvent travailler plus vite. On importe des nouveaux engrais qui garantissent des rendements jamais vus, des cultures robustes. Grâce à la technologie, on peut même modifier le temps et éviter les orages de grêle. On promet la Lune sur Terre et ça marche. Qu'un orage soit détecté, un système d'information rapide donne l'alerte aux exploitations menacées qui peuvent engager à temps la lutte contre les nuées menaçantes. La fusée paragrêle ira jusqu'à 3000 mètres inséminer le nuage et le dissoudre sans danger pour la récolte. Enfin ça marche, un temps, car on ne peut pas grand-chose face aux caprices de la nature. Été 1976, une sécheresse sans précédent s'abat sur le pays. Les récoltes grillent sur pied. L'eau potable manque. La France a soif, comme jamais. Des prairies jaunies, des grands vides dans certains champs de céréales, les conséquences de cette sécheresse dont on parle depuis des semaines commencent maintenant à être bien visibles. Beaucoup d'éleveurs se demandent déjà comment ils vont pouvoir nourrir leurs animaux l'hiver prochain. Dans l'Ouest, en Mayenne, la famille Bordeaux n'échappe pas au désastre. 76, j'avais 15 ans, c'est donc une année de sécheresse qui n'était pas prévisible. Peut-être pas la première année de sécheresse depuis longtemps, mais une année de sécheresse qui a marqué l'agriculture française, l'agriculture de l'Ouest, les éleveurs surtout. J'ai vu mon père pleurer sur mais qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos animaux, en fait, tout simplement. Il n'y a plus rien, quand il n'y a plus rien, et puis il n'y a rien autour de chez toi, et tout le monde est dans la même panade. Donc voilà, et comment on va faire, donc quelle solution on va trouver, quoi. Donc il n'y avait pas de solution en fait, parce qu'il n'y avait rien. Jusqu'au 25 août de mémoire, où finalement les premiers orages sont arrivés fin août. Donc jusque dans cette période-là, voilà, c'était un moment d'angoisse, de tristesse, et aussi un moment de joie quand la pluie est arrivée. Oui. Ben, ça marque toujours. Dominique n'oubliera jamais les larmes de son père en cet été 76. Moi j'ai grandi ici. Dès 10 ans, on savait conduire un tracteur, suivre une moissonneuse-batteuse, récolter les graines. Et tous les enfants d'agriculteurs participaient aux travaux des champs. Surtout toi. C'était quelque part marqué dans les gènes. Je sais pas pourquoi, mais cette passion pour le métier en fait, tout simplement. En 1988, c'est avec Béatrice, son épouse, qu'il hérite des 42 hectares et du cheptel.
qu'on peut dire, c'est qu'on avait un rythme dans l'été. C'est-à-dire que les travaux qui démarraient, on savait qu'on en avait pour 3 semaines, un mois, et qu'on était rarement perturbé par un changement du temps dans ces périodes-là. Quand la moisson démarrait, on arrivait quasiment à aller jusqu'au bout de la récolte. On avait quelques pluies de temps en temps, mais on semblait pas être gêné par le temps comme aujourd'hui. On se dit, aujourd'hui c'est un peu différent quand même. On observe ce dérèglement, ce changement de température très important en l'espace d'une journée, en l'espace de 8 jours. On passe du chaud au froid, du froid au chaud, du sec à plus d'humidité. Voilà, donc on est dedans. À l'été 2003, une nouvelle canicule exceptionnelle s'abat sur la France. Le pays suffoque. En 2003, c'est un épisode de canicule. On a atteint des pics à 38 degrés dans la journée, 28 degrés la nuit, donc des températures très fortes. C'est 50% des volailles qui sont mortes en l'espace d'une demi-heure parce que 38 degrés pendant 3 jours, c'est trop pour des volailles, quoi. Arroser les poulaillers. Dans l'ouest de la France, de nombreux agriculteurs font appel au service des pompiers. En arrosant les toits, ils espèrent ainsi faire baisser la température de quelques degrés à l'intérieur. Car avec la canicule, la mortalité des poulets est très forte. Les centres d'équarrissage qui ramassent tous les cadavres partout dans tous les élevages, finalement, étaient saturés depuis 3 jours. C'est-à-dire que non seulement mes poulets étaient morts, mais les poulets du voisin aussi étaient morts, les vaches, les porcs. Donc voilà, il y avait comme un phénomène de surmortalité des élevages dans l'Ouest. Et puis les humains. Voilà. Donc ça remet forcément là en cause les équipements du bâtiment, l'isolation du bâtiment, nos techniques de production. Est-ce que je continue comme ça? Et on peut pas continuer à élever des volailles en perdant des volailles si le changement climatique c'est ça, des périodes de chaleur comme ça. Quand on vit une inondation, rien que de le revivre, ou quand il commence à pleuvoir, tous les gens te le disent. On a à nouveau les boyaux qui se tordent, on a une hantise qui revient et on se dit ça va recommencer, on va encore revivre ce moment difficile, c'est encore une épreuve douloureuse. Et c'est là que vous vous dites, il faut passer ce cap, il faut s'en sortir, il ne faut pas que d'autres gens vivent ce que vous avez vécu. Après avoir été victimes d'événements climatiques, Dominique, Béatrice, Josette ont voulu comprendre. Pourquoi sommes-nous devenus si vulnérables? L'été venu, même pas 2 mois après, je me suis dit il faut absolument aller sur le terrain et puis faire un état des lieux de la rivière. Et avec mon mari et nos enfants, on s'est dit allez, on va faire une petite promenade. Et on s'est dit on va à la source et on va descendre le Gapot. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers d'arbres en travers, qu'il y avait des dépotoirs gigantesques, des barrages artificiels de plus de 2 mètres de hauteur qu'on ne pouvait pas traverser. Et là, on s'est dit, on comprend mieux pourquoi on a été autant sinistrés. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'entretien depuis des décennies sur ce cours d'eau. Autrefois, on entretenait les cours d'eau tout simplement parce qu'on avait besoin de bois pour se chauffer. Il faut dire aussi que dans les années 60, il n'y avait pas de lotissement au bord du Gapot comme on a maintenant. Donc c'était souvent des agriculteurs qui avaient des grandes parcelles et les agriculteurs entretenaient. Ils vivaient avec la nature et en harmonie avec la nature. Sauf qu'après, on a décidé dans les plans locaux d'urbanisme de mettre des lotissements. Et ces lotissements, ils ont servi à qui? C'était des gens qui travaillaient à la ville, qui étaient des employés, des salariés. Ces gens de la ville, ils n'étaient absolument pas formés. On leur a jamais expliqué comment il fallait faire pour entretenir une rivière, couper un arbre, faire des fagots de bois, s'en servir pour leur cheminée. La plupart, c'est chauffage électrique.
Après la tempête de 2010, on s'est rendu compte que la zone impactée, c'est une cuvette qui est dans le cœur du village. C'est une cuvette qui était avec du marais, qui était avec des vaches, des circuits d'eau, etc., qui a été construite dans les années 70. Dans les années 70, ici comme ailleurs, on a entendu qu'il fallait aller habiter sur le littoral, qu'il fallait être près de la mer, que c'était beau, etc. Les retraités à Port-des-Barques, c'est bien, on est tranquille, on n'a pas de bruit, etc., etc. Donc on va venir habiter au bord de la mer. Alors les gens, ils disent, bah oui, moi j'ai un petit terrain ici, tiens, on va le construire, etc. Mais effectivement, à force de remonter le sol dans un lotissement, 2 lotissements, 3 lotissements, toutes les zones tampons, les zones éponges, les zones humides qui sont naturellement des réceptacles des eaux de pluie et des eaux de submersion, elles sont parties. On s'est rendu compte après que c'était une connerie. Mais je pense qu'il n'est pas imputable à la personne qui a donné le permis de construire parce qu'on n'avait pas cette réflexion de long terme à ce moment-là. C'est vrai qu'à l'époque, on cherche surtout à dompter la nature pour la rendre productive. On bétonne, on creuse des canaux. On redessine la France dans les bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées. C'est ici, entre ces rives tracées par des dessinateurs industriels, que le Rhône change de visage. Le fleuve impétueux vient se transformer en une étendue calme et plane où les seuls remous sont faits par des bateaux. On rectifie les cours d'eau qui deviennent de grandes lignes droites navigables. On dresse des barrages à tout va. Le Rhône devient même une gigantesque turbine. Dans la frénésie, la France se transforme à toute vitesse au nom du progrès et de la croissance. Mais au passage, on oublie un détail. La nature ne se canalise pas toujours. Souvent on nous dit, mais à l'époque, dans les années 30 glorieuses, on ne savait pas, on a peut-être fait des bêtises, mais c'était de toute bonne foi. Eh bien c'est faux. Nos anciens ils savaient très bien qu'on ne construisait pas, et tout le monde le sait, à des zones inondables où on ne voyait jamais trop la rivière venir, mais dans la vieille mémoire, on savait qu'elle était venue et qu'elle reviendrait un jour, et de fait. Mais voilà, les bulldozers sont arrivés, on s'est cru trop fort, on s'est mis à endiguer les rivières, les raccourcir, et on ne supporte pas aujourd'hui que la rivière vienne faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire passer là où elle veut, avec la largeur dont elle a besoin le jour de la crue. L'être humain, il y a eu une stratégie de conquête, de conquête sur la nature, y compris de confrontation à la nature. Donc de conquête, donc à un moment il fallait aller plus fort. À un moment, en 1935, j'étais pas là, mais ils avaient imaginé couper le sommet de la Meije pour aller mettre un téléphérique. En 1935 déjà. Mais bien sûr, l'homme est fort, il est capable, même dans la nature un peu, il est capable de faire. L'homme est fort. L'idée sera finalement abandonnée. Mais la volonté de bâtir toujours plus est en marche. Après les rives des fleuves et le littoral, les promoteurs investissent les montagnes. En 1964 est lancé l'ambitieux plan Neige. En 13 ans, des dizaines de stations de ski fleurissent dans les vallées. La France se veut moderne et dynamique, à l'image de son président. Pour les spécialistes, le président pratique un ski un peu trop raide, on lui reproche un manque de souplesse et une trop grande recherche de vitesse pure. Dompter les pentes devient l'obsession de ceux qui ne voient ici qu'un terrain de jeu pour vacanciers. Un nouvel Eldorado pour les professionnels qui n'envisagent l'hiver qu'avec de la neige. Et quand elle vient à manquer, des kilomètres de canons sont à disposition. Ou quand le progrès vient supplanter la nature défaillante. Je pense que maintenant, cette pratique-là de la montagne, qui est en fin de compte, on va dire ludique, cette pratique-là de la montagne, elle nie un peu la montagne. C'est-à-dire qu'elle prend la montagne que comme un décor. On pourrait imaginer un parc d'attractions avec des grandes photos, mais c'est à peu près pareil. On pourrait même mettre une soufflerie pour faire du vent, c'est à peu près pareil. Et donc, le business tel qu'il est conçu aujourd'hui, ça, culturellement, on aménage, on fait des pylônes. Une logique infernale, une logique qui nous amène dans le mur. On a atteint des sommets de bêtises, Au départ, la neige artificielle, c'était quand il y avait des pistes et qu'il manquait un peu de neige en bas. C'était juste pour faire un raccord, pour permettre de... C'est devenu, il y a 4-5 ans, c'est devenu un truc marketing. C'est-à-dire que c'est la station qui avait le plus de canons. Je me rappelle l'Alpe d'Huez, ils visaient les 1000 canons à neige. Parce qu'au moins, c'est les plus forts, la logique. Là, on a atteint l'aberration à tel point qu'on se rend compte que c'est du n'importe quoi. D'abord parce qu'on tue tout le réseau de flotte des Alpes. Accessoirement, les Alpes, c'est quand même le château d'eau de l'Europe. Secondo, c'est une course sans fin, C'est une course sans fin.
Dans ce cas, on va mettre des canons à neige partout parce que ça se réchauffe. Et ce qu'il ne faut pas s'adapter, c'est justement dire, il n'y a plus de neige, il n'y a plus de neige. Et alors? Et c'est quoi le problème de s'adapter? Pourquoi ils ne veulent pas s'adapter? Pourquoi il faut que ça soit toujours... Maintenant, il faut qu'il y ait de la neige tout le temps, du 1er décembre au 31 mars, parce que les tours opérateurs le veulent. Mais c'est quoi ce rapport à la planète, quoi? Voilà. Donc, pour ça, c'est fini comme façon de réfléchir. C'est fini parce qu'on n'en a pas les moyens, c'est une connerie sur le plan environnemental, et c'est une connerie même sur le rapport tout simplement à la nature. Quand il pleut, on n'arrête pas la pluie, quoi. Pas lorsque on aura les parkings qui seront partis dans le flot des océans, qu'on aura le trottoir devant les commerces du front de mer qui seront pavé par pavé en train de tomber. À ce moment-là, il ne faudra pas se dire qu'est-ce qu'on fait, hein. Ce sera trop tard. Là, à ce moment-là, oui, comme les gens disent signalent, prenez vos valises. Et puis l'océan, il va continuer de faire le reste. Il a fallu partir. Il y avait 1 mois, 3 semaines. Bon, mon fils est arrivé avec 16 ou 17 copains, copines, dans un joyeux bazar à coups de klaxon et de voiture. Je n'ai pas porté un carton de la journée. Ils ont tout organisé. Il fallait que je sois là. Pour lui déjà, parce que je ne voulais pas qu'il le fasse tout seul. Je ne sais pas si ça m'a aidé aussi à peut-être tourner une page finalement, parce que si je l'avais pas fait, peut-être que j'aurais eu un peu plus de mal à me dire que c'était fini. Là, le fait de vider les affaires, le fait de s'en aller, le fait de tout sortir, etc., etc. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était fini. Le moment le plus douloureux, il y en a 2 à la fin de cette journée. Ça a été dans la chambre des enfants, j'avais accroché un poster de Babar. Ce poster de Babar, c'est le premier truc que j'ai accroché au mur. Et donc, quand j'ai fermé l'appartement, vidé l'appartement, la dernière chose que j'ai décrochée, je leur avais dit, vous n'y touchez pas, je veux le décrocher moi-même. J'ai donc décroché le Babar. Là, ça a été difficile. Et puis j'ai pris le Babar, donc j'allais fermer l'appart, et à ce moment-là, au moment où on allait donc fermer, les garçons et les filles étaient repartis, j'ai entendu des pas dans l'escalier, et mon frère est arrivé. Voilà. Et c'était pas prévu. Et il est venu, et voilà. Et là, ça a été un grand moment d'émotion qui revient. Et puis il y a eu quelque chose de magnifique, une image qui restera et qui symbolise un petit peu la fin de notre histoire au Signal. On s'est pris dans les bras longuement, on se serrait très très fort. On a chialé, un bon coup, et après on allait manger une crêpe. Le pire moment, c'est le jour où on est revenu et on savait qu'on ne pourrait plus ensuite pénétrer dans l'immeuble. Ça, c'est un moment très, très douloureux, oui. Oui, très douloureux. J'arrivais pas à m'en aller, j'arrivais pas à quitter l'appartement, j'étais en larmes j'ai embrassé les murs de l'appartement pour le remercier de nous avoir offert d'aussi bons moments. C'est mon père que je devrais embrasser, mais oui, cet appartement, il fait partie de ma famille, il fait partie de ma vie.
Et pour moi, c'était pas quelque chose qui était éphémère. Pour moi, c'était un acquis. Alors comment faire pour éviter que le drame vécu par les habitants du Signal ne se répète? Après avoir connu la violence des chocs climatiques, Josette, Béatrice, Jackie, Dominique ont décidé de réagir et de s'adapter pour ne plus jamais subir. Ils sont des témoins lucides qui ont repris en main les destinées de leur territoire. Des sentinelles qui font bouger les lignes, inventent des solutions inédites en quête d'harmonie et d'équilibre. C'est désormais leur combat, comme pour beaucoup d'autres partout en France. Ils sont les pionniers d'un monde à venir. Chacun à sa manière écrit un nouveau chapitre de notre histoire. Face au réchauffement climatique et l'aléa érosion sur la Cano-Océan, on a un comité local de concertation qui a vu le jour, et c'est une première en France. On est une quarantaine de personnes à réfléchir ensemble sur qu'est-ce que l'on peut faire face à ce phénomène. Est-ce qu'on protège indéfiniment? Voilà. Peu importe, on protège. On maintient la position, on fait un rempart, voilà, le rempart de Saint-Malo, devant le front de mer de la Cano-Océan. Et si malgré tout on se prend des grosses tempêtes, que l'érosion s'accentue de plus en plus, comment est-ce que va résister l'ouvrage? Ou est-ce qu'on pense à l'intérêt collectif pour les générations futures? On relocalise. Relocaliser. Ce que Jérôme et d'autres imaginent, c'est de déplacer ces maisons à l'intérieur des terres et rendre ainsi ce morceau de ville à la nature. Une révolution. Ce qui s'est passé en 2014, on sait que ça peut recommencer dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans un siècle. Et pourquoi pas l'hiver prochain. Le temps qu'on passe à débattre, à penser, en attendant, voilà, il y a une tempête de plus qui arrive, mais on n'a rien fait. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de prendre la décision qui fera plaisir à personne. Il y aura d'autres tempêtes, c'est ce que j'ai dit et j'ai été un petit peu secoué par certains habitants. J'ai dit il y en aura d'autres, l'eau repassera, il faut qu'elle parte vite et il faut qu'on lui donne la place de passer. Donc maintenant on prend des décisions, on assume la déconstruction, la protection, la vidange du village et tous les financements qui vont avec. On a décidé en conseil municipal les déconstructions. On a eu la chance ici à Port-des-Barques d'avoir des terres hautes encore constructibles. On a racheté ces terres et on a fait un premier lotissement pour reloger 11 personnes déjà, dont une partie était des sinistrés de la tempête. Ça aurait été de l'inconscience de ne pas prendre les décisions qu'on a prises. Parce qu'effectivement, là on a une responsabilité en tant que maire, c'est la protection des personnes d'abord. On m'a dit, tu es trop virulent, tu vas trop vite, etc. Non, je ne suis pas trop, peut-être. On verra plus tard, hein, on verra dans 25 ans ou dans 30 ans si j'étais trop. Mais en même temps, les 40 maisons qu'on a détruites, si on a une submersion suivante, eh ben, il y aura déjà 40 endroits où l'eau va pouvoir s'écouler, va pouvoir partir. Et on a retrouvé les zones humides telles qu'elles étaient avant. Il y a encore 3 ans, ces champs abritaient des lotissements. Port-des-Barques est donc la première commune de France à avoir déplacé des habitants. Avec cette inondation, j'ai pris conscience que pour ne plus être inondé, il fallait absolument qu'il y ait une mobilisation citoyenne sur cette commune. Et au-delà, si on ne peut pas les corriger, ces erreurs du passé, bah faisons en sorte de ne pas les aggraver. Alors nous, on était jeunes, bon, c'est bien, on a retourné nos manches et on a fait un inventaire sur toute la rivière, un inventaire d'embâcles, d'anomalies, et qu'on a présenté ensuite aux différentes communes en leur disant voilà, nous on a été sinistrés, on a créé une association, et maintenant, voilà ce qu'on vous propose. Il faut entretenir et il faut que vous vous substituez aux riverains qui sont dans l'incapacité de gérer une rivière qui est à l'abandon
depuis des décennies. Et dans l'année qui a suivi, eh bien, ça a été voté, accepté. Dans l'intérêt général, c'était les communes qui se substituaient aux riverains. Ça a été fait sur 6 communes, mais malheureusement pas sur toutes. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait élargir parce qu'on avait vraiment besoin qu'il y ait une gestion du cours d'eau de l'amont à l'aval et qu'il y ait une solidarité non plus entre sinistrés, mais une solidarité entre élus, de façon à ce que tout le cours d'eau, et non plus les 47 km, mais l'ensemble du bassin versant, c'est-à-dire le cours d'eau et tous ses affluents, soient nettoyés. Sur le Rhône, on a commencé, toutes premières opérations à peu près en 2000, de renforcer la nature en fait. De lui redonner de l'eau, de refaire bouger des cailloux, de relibérer des berges qui avaient été complètement fixées, bétonnées éventuellement, pour que tout ça se remette à fonctionner naturellement, avec des endroits où le courant va vite, quand on va pas vite, des bras morts, etc. Une rivière simplement. Cette chose-là, on n'a pas besoin du changement climatique pour y penser. Mais c'est parce qu'il y a le changement climatique qu'on va avoir mal sur ces cours d'eau si on ne s'y attelle pas aujourd'hui. Le changement climatique, il y aura moins d'eau, mais il y aura surtout plus d'évaporation et des nappes qu'il faut re-remplir. En fait, il va falloir lever un tabou, c'est qu'il va falloir redonner du foncier au cours d'eau, reculer les digues, voire les enlever pour qu'il y ait des expansions de crues, que ça fasse desserrer un peu la pression, relâcher la pression, pour que derrière, la rivière coule plus doucement. Et ce qui est en train de venir aujourd'hui, c'est des modes de gestion plus douces de la nature. Il faut être assez réactif par rapport à des situations où si le climat change, où on n'a plus de pluie, on n'a plus de fourrage, voilà comment on pallie finalement au fait que les animaux, il faut bien les nourrir. Et en fait, tu voulais un système plus robuste, Voilà. moins sensible aux aléas climatiques. Donc un système moins sensible aux aléas climatiques, c'est quoi? C'est un système où on implante des cultures qui vont tirer parti du temps. Donc c'est faire des cultures d'automne, faire des cultures de printemps, équilibrer les deux. Comme ça, si vous ratez une, vous avez l'autre. Voilà. Et il y avait son grand-père qui disait, il y a toujours une saison pour rattraper l'autre. Donc on utilise ça finalement. Ça fait partie de notre métier que de se dire, il faut s'adapter, parce que de tout temps, l'homme s'est adapté, et je dois m'adapter à ce changement. Béatrice et Dominique sont des pionniers qui revendiquent une agriculture différente, innovante, après 50 ans d'exploitation intensive. Ils mêlent science et bon sens dans leur travail. Plus de douceur, planter des arbres au milieu des champs, réintroduire des haies pour retrouver un équilibre dans leur environnement. S'inscrire dans le temps long, quand d'autres accélèrent. Voilà. En fait, on a décidé de planter des haies. Tu Pas où? Toi. Mais c'est une vraie redécouverte parce qu'en fait, quelque part, on a fait abstraction de tous ces arbres. Donc pendant un certain temps et pendant peut-être 10-12 ans, voilà, la présence de moins d'arbres, moins de haies dans les champs faisait que on l'avait un peu oublié. La réintroduire, c'est pas rien parce qu'en fait, ça bouleverse aussi les paysages. On est parfois tout seul à le faire. On se dit bon, est-ce qu'on va dans la bonne ligne? Quand vous êtes tout seul, c'est un peu difficile cette lutte. Et puis au bout de 10 ans, on redécouvre au-delà de la vertu de l'arbre pour les animaux, on redécouvre qu'il y a d'autres vertus et que c'est une énergie renouvelable. C'est-à-dire que sur toutes les haies qu'il y a sur l'exploitation, les 8 km de haies, à chaque fois qu'on l'exploite tous les 15 ans, c'est un redémarrage de la haie, c'est pas une replantation, c'est renouvelable. Ça interpelle sur cette question fondamentale qui est notre métier, c'est dans ce que j'investis, est-ce que j'investis pour moi ou est-ce que j'investis pour la génération d'après? Au fil du temps, Béatrice et Dominique ont gagné leur pari. Ils sont parvenus à bâtir un modèle plus résistant aux variations climatiques, en produisant sans irrigation, sans pesticides, tout en améliorant leur rendement.
Vous êtes en colère aujourd'hui? Je suis plus triste qu'en colère. C'est encore à nous. Alors, juridiquement, ça c'est indubitable, c'est encore à nous. Et affectivement, c'est encore à nous. Et pour le coup, ça restera à nous. Pour nous, c'est difficile à vivre. Les gens qui passent ils se disent oui, c'est un immeuble abandonné, tout simplement. Mais nous, c'est un immeuble abandonné avec plein de souvenirs. Et je sais pas, de voir l'immeuble comme ça, tout dégradé, ça me rend assez triste, quoi. Ça fait bizarre quand on passe. Il n'y a pas une mélancolie particulière, c'est pas de la mélancolie, c'est des beaux souvenirs, des belles images que je garde au fond de moi, mais que j'aime à partager. J'aime raconter, j'aime dire ce que j'ai vécu ici. Et j'ai l'impression d'être le seul à avoir des souvenirs comme ça, mais en fait on en a tous. Mais là, ça peut être une saveur particulière, avec ce que l'on vit aujourd'hui, avec la chute de cet immeuble. J'avais l'espoir de pouvoir continuer à profiter de cet appartement jusqu'à la fin de mes jours. Je pensais même, venir habiter ici lorsque je serai vieille. Parce que c'est un endroit tellement reposant, tellement... qui fait du bien à l'âme, qui fait du bien au corps, qui... Oui, c'est un endroit où j'aimais venir me ressourcer et où je pensais pouvoir finir mes jours, voilà. Ça n'arrivera pas. Quand je suis partie, j'ai quand même pensé en moi-même, j'y reviendrai plus. Vous étiez triste? Oui, je suis toujours triste. Si je ne le montre pas, je suis quand même assez triste. Moi, mes petits-enfants, j'arrivais à les avoir presque 5 à 6 mois de l'année. C'est pour ça que j'avais acheté Le Signal, pour avoir suffisamment de surface pour pouvoir les recevoir à peu près tous. Ils commençaient à être grands, ils pouvaient aller à la plage tout seuls. C'était magnifique, c'était bien pour eux, c'était très bien. Je ne regrette pas d'ailleurs, malgré tout, je ne regrette pas. Parce qu'eux, ils ont été très heureux. Le drame du Signal, c'est donc celui d'une urbanisation irréfléchie, qui nous a poussés au-delà du raisonnable. À Marcoussis, près de Paris, à proximité des pistes d'Orly, l'histoire aurait pu se répéter. Une ville nouvelle devait ici voir le jour, jusqu'à ce qu'une équipe municipale s'oppose au bulldozer des promoteurs. Thierry Laverne, un paysagiste, était de l'aventure. Nous, on est partis à la campagne pour habiter la campagne, avec l'idée que cette campagne avait une valeur et qu'effectivement, c'est pour ça qu'on avait choisi d'élire domicile à Marcoussis. Et à Marcoussis comme ailleurs, cette campagne était promise à disparaître parce que naturellement, elle devait être occupée par l'étalement urbain et le pavillonnaire. Thierry et ses alliés utopistes vont alors sauver des milliers d'hectares de terres nourricières. Pour que les paysans restent aux portes des villes. Donc on a réussi finalement à remettre tout le monde en discussion, les urbains avec l'idée que cette campagne de proximité était de leur responsabilité, et les agriculteurs avec l'idée que cette ville de proximité était une opportunité
et une responsabilité aussi pour eux. Cette idée qu'à un moment, effectivement, on pouvait être dans la composition d'un lieu de médiation où la campagne et la ville fassent bon ménage et commerce équitable, cette idée-là, elle paraissait effectivement complètement désuète. Mais parce que aussi la société considérait que l'idée de nature n'était pas une idée moderne. Il a fallu attendre 15 ans, c'est-à-dire maintenant, pour se dire qu'avec les enjeux environnementaux, les enjeux de terre fertile ou les crises planétaires, cette question à la fois d'environnement, cette question d'alimentation deviennent effectivement des projets tellement au cœur des enjeux de société que ce sont des emblèmes de modernité. Partout en France, à tous les niveaux, les aléas du climat nous obligent à bouleverser notre quotidien et notre modèle de société. Il y a des prises de décision qui méritent d'être jaugées à l'aune de la conscience du territoire, du bon sens paysan, ou du bon sens ostréicole, ou du bon sens de pêcheur. Le savoir vernaculaire, le savoir des gens d'en bas qui connaissent leur territoire, qui ont creusé, qui ont fait leur digue avec les cailloux, les trucs, etc. Donc, de temps en temps, considérer que c'est pas parce qu'on a Bac+12 et qu'on est soutenu par l'État et qu'on a des sous qu'on a raison. Il faut retrouver cette habitude de discuter, il faut retrouver cette habitude de construire ensemble un projet de territoire. Même dans les vallées les plus reculées, cette prise de conscience a gagné les esprits. Après une carrière de skieur professionnel, Sébastien Vincendé a repris la ferme familiale. Moi, la montagne, je la pratique au quotidien. J'ai baigné là-dedans depuis mon enfance, quoi. Ce rapport à la nature, quoi. Toutes les hautes vallées alpines, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec la nature. Moi, mon objectif, c'est que dans 20 ans, quand je vais arrêter mon métier, que je transmette mon alpage et qu'il soit au moins dans le même état que ce que je l'ai pris moi. Voire mieux. Parce que l'objectif, c'est quand même toujours de faire un peu mieux. Depuis 3 ans maintenant, Sébastien est engagé aux côtés des scientifiques pour anticiper l'impact du changement climatique. Il passe la moitié de son temps dans les alpages et met à leur disposition sa précieuse expérience. Viens là, viens là. Les alpages sentinelles, c'est bien parce que c'est des scientifiques qui redescendent sur Terre, entre guillemets, et qui viennent prendre des infos sur les gens les plus concernés en montagne, qui sont tout le temps dehors, et ces gens-là, c'est les bergers. Une mission essentielle pour préserver l'équilibre de ces montagnes majestueuses qui l'ont vu naître et grandir. En fait, les alpagistes sont les yeux, les oreilles du système. Donc en gros, quand j'arrive sur l'alpage, je fais un état des lieux. Voilà. Les névés, comment ils sont? Est-ce qu'ils sont plus gros? Est-ce qu'ils sont plus petits? Est-ce qu'il y a plus d'herbe, moins d'herbe? Mon ressenti. Par exemple, cette année, moi, mon ressenti, c'est que je trouve que les sources, les fontaines, tous les petits cours d'eau, je trouve qu'ils ne coulent pas. Donc ça, je vais le marquer. J'essaye de prendre un maximum d'informations. Ça va servir de support après aux scientifiques. On se sent tous investis. On n'a pas envie de bousiller notre montagne. Mine de rien, c'est des vrais défis, ça. Hein. Le défi du dérèglement climatique, de l'eau, du vivre ensemble. Donc ça, je pense que vraiment, il faut tous qu'on se baratte. C'est pas seulement Dominique Béatrice dans leur ferme. C'est une énergie qu'il faut qu'on se transmette, positivement en plus. Pas dans les peurs, ça sert à rien d'avoir peur. Peur qu'il pleuve plus, on aura moins peur si on y a pensé avant. Si on s'est dit que peut-être ça va nous arriver.
cette recherche d'une harmonie avec la nature, c'est ni un luxe, ni un plus, ni quelque chose réservé à ceux qui en auraient les moyens. C'est quelque chose de tout simplement essentiel. Donc s'adapter à la nature, ouais, il faut s'adapter et vivre avec. Voilà, c'est notre milieu. Maintenant, j'essaye de vivre avec la rivière. Tout ce milieu, j'ai appris à le connaître, à l'aimer, à le partager, à voir tout ce qu'il pouvait nous apporter. Cette biodiversité, c'est remarquable, c'est une richesse, un patrimoine inouï. Partout, si les gens veulent, ils peuvent prendre en charge les destinées de leur territoire. Les événements qui se précipitent nous obligent à réinventer un modèle qui, à mon avis, sera plus heureux que le précédent. Votre histoire, c'est l'histoire d'une insouciance collective ? C'est une histoire d'insouciance collective, l'histoire du Signal, sans doute. C'est nous, ça pourrait être d'autres. Il faut que ça fasse sens pour tout le monde, quoi. Pour les décideurs, pour ceux qui aménagent, pour ceux qui réfléchissent aux solutions. Peut-être qu'il faut qu'on apprenne collectivement, individuellement, à ne pas faire n'importe quoi. Peut-être aussi c'est ça un enseignement qu'on peut tirer. C'est qu'à un moment donné, il faut reprendre raison. N'oublions pas qu'on est fragile, quoi. Il faut qu'on ait conscience de ça, vraiment. Je ne suis pas particulièrement écolo. Je trie mes poubelles comme tout le monde et j'ai bonne conscience. Mais voilà, là, on voit ce qui s'est passé à l'échelle de même pas une vie d'homme, hein, mais de quelques générations et sur un temps assez court. L'histoire de Nicolas Marty et de tous les habitants du Signal résonne aujourd'hui comme un sérieux avertissement. Si en quittant ce bâtiment, c'était un chapitre de notre histoire que nous refermions. Chacun de nous peut désormais s'interroger, car d'autres choix sont possibles. Peut-être même un nouveau monde à dessiner ensemble.